Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière à partir d'un livre qui peut vraiment changer notre façon de voir les choses. La systémique sociale de Jean-Claude Lugan. L'idée, c'est de décortiquer ensemble cette fameuse pensée systémique. Oui, bonjour. Et pour commencer, le livre utilise une image que tout le monde connaît un peu mais qui est parfaite. C'est la parabole des aveugles et de l'éléphant. Ah oui, je la connais. Un homme touche la trompe et il est persuadé que c'est un serpent. Un autre touche la patte, il jure que c'est un tronc d'arbre. Exactement. Un troisième attrape la queue et pense que c'est une corde. En fait, ils ont tous raison sur la petite partie qu'ils touchent, mais ils ont tous tort sur l'ensemble. Personne ne voit l'éléphant. Et la systémique, ce serait donc la méthode pour enfin voir l'éléphant en entier? C'est ça la promesse. Et c'est une vraie rupture avec la façon dont la science a fonctionné pendant des siècles. La méthode classique, la méthode analytique, c'était quoi? Pour comprendre un objet complexe, on le découpe en petits morceaux et on étudie chaque morceau, mais de façon isolée. On démonte le moteur pour comprendre comment il marche. Voilà. Et la systémique arrive et dit stop. L'essentiel, ce ne sont pas les morceaux. L'essentiel, c'est les relations entre les morceaux. C'est là que tout se joue. D'ailleurs, Lugan nous rappelle que Blaise Pascal avait déjà eu cette intuition au XVIIe siècle. Il disait, je cite de mémoire, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Ce va-et-vient constant entre le détail et la vue d'ensemble. D'accord. Mais là où le livre surprend, c'est que pour comprendre nos sociétés, il nous emmène vers la physique. Et il commence par un concept qui a l'air assez pessimiste. L'entropie. Quel est le rapport? Alors oui, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est le point de départ de tout. Le second principe de la thermodynamique nous dit, en gros, que dans un système fermé, C'est-à-dire un système qui n'échange rien avec l'extérieur? exactement, qui n'échange rien, eh bien dans ce système, l'entropie, c'est-à-dire le désordre, ne peut qu'augmenter, tout tend naturellement vers la dégradation, la perte d'organisation. L'exemple de la cathédrale Saint-Cernin de Toulouse dans le livre est parfait pour ça. Si on la laissait à l'abandon, sans aucune intervention, elle finirait en un simple tas de pierres. Elle perdrait son information, sa structure. C'est une sorte de loi universelle de la décomposition en fait. C'est tout à fait ça. Et donc, les restaurations, c'est quoi? C'est une lutte. Une lutte permanente contre l'entropie. On injecte de l'énergie, du travail, de l'ordre pour contrer cette tendance naturelle au chaos. Et ça amène à la question évidente. Si tout tend vers le désordre, comment la vie, les sociétés, toutes ces choses hyper organisées peuvent-elles seulement exister? C'est un paradoxe. C'est le grand paradoxe. Et la réponse, c'est que les systèmes vivants et sociaux ne sont pas des systèmes fermés. Ce sont des systèmes ouverts. Ils échangent en permanence avec leur environnement. Voilà. Ils survivent et même ils se complexifient parce qu'ils pompent de l'énergie et de l'information à l'extérieur. C'est le principe de négantropie. Une entreprise qui n'innove plus, qui ne reçoit plus de nouvelles idées, elle est condamnée. Mais le vrai saut conceptuel, la vraie idée vertigineuse, on la doit à Ilya Prigogine. Un prix Nobel, si je me souviens bien. Oui, et son idée, c'est que l'ordre peut naître du désordre, loin de l'équilibre, dans une situation de crise, de turbulence. Une toute petite fluctuation peut s'amplifier et réorganiser tout le système à un niveau de complexité supérieur. Attendez, ça c'est énorme comme idée. Ça veut dire qu'une crise, un crash boursier, une révolution, ce ne sont pas seulement des moments de destruction, ça peut être des moments de création. Le chaos devient un moteur pour l'ordre. Précisément, le désordre n'est plus l'ennemi de l'ordre, il peut en être la source. C'est une vision beaucoup plus dynamique. Et ça nous amène tout droit à la fameuse théorie du chaos et à l'effet papillon, j'imagine. On y est. L'effet papillon, ce n'est pas qu'un titre de film. Ça veut dire que certains systèmes sont tellement sensibles aux conditions de départ que la prédiction à long terme devient impossible. Un battement d'ailes de papillon au Brésil, une tornade au Texas. Donc une petite décision politique, une rumeur sur les réseaux sociaux, pour avoir des conséquences gigantesques et totalement imprévisibles des années plus tard. Exactement. Attention, ce n'est pas du hasard, hein. C'est déterministe, mais c'est imprédictible. C'est ça la nuance. D'accord, on a donc ces grandes forces en jeu. Mais revenons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un système? Le livre répète souvent cette phrase « Le tout est plus que la somme des parties ». Ça sonne bien, mais concrètement, C'est le concept clé de l'émergence. Ça veut dire que des propriétés nouvelles apparaissent quand on assemble les éléments. Des propriétés qui n'existaient pas du tout dans les éléments de base. Prenez un neurone. Tout seul, il n'est pas intelligent. Il ne pense pas, il ne ressent rien. c'est juste une cellule qui transmet un signal électrique. Voilà.
Mais assemblés en 86 milliards, connectez-les d'une certaine manière et vous avez la conscience, la pensée, l'amour. Ces propriétés ont émergé des interactions. C'est comme une symphonie. Ce n'est pas juste une collection de notes jouées les unes après les autres. Paradoxal. Oui, j'ai vu ça, j'avoue que ça m'a un peu retourné le cerveau. Allons-y. D'accord. Premier point, on vient de le voir, le tout. Tout est plus que la somme des parties. C'est l'émergence, la symphonie. C'est bon? Compris. Mais juste après, il ajoute le tout est moins que la somme des parties. Comment ça? C'est une contradiction, non? Ça en a l'air, sauf si on pense aux contraintes. Pour que le système fonctionne, il doit imposer des règles qui limitent les libertés de chaque partie. Un citoyen dans une société n'a pas la liberté absolue d'agir comme s'il était seul au monde. Il y a des lois. Ah, je vois. Un joueur de foot dans une équipe, même le meilleur du monde, ne peut pas faire tout ce qu'il veut, il doit respecter une tactique, une position. Exactement. Il sacrifie une partie de sa liberté au profit du collectif. Le tout est donc moins que la somme de toutes les libertés individuelles possibles. D'accord. C'est clair. Et le troisième point, Le troisième point boucle la boucle. La partie est plus que la partie, c'est-à-dire qu'en étant dans le système, l'individu acquiert des qualités qu'il n'aurait jamais pu développer seul. Notre joueur de foot, en jouant avec les meilleurs, devient bien plus fort qu'en s'entraînant seul dans son jardin. et nous, en tant qu'individus dans une société, on acquiert le langage, la culture, des savoir-faire. Des choses impossibles à développer en ermite. Donc, pour résumer l'idée de Morin, un système, c'est toujours ce mélange, un mélange d'antagonisme et de complémentarité. L'ordre et le désordre qui coopèrent en quelque sorte. C'est fascinant, mais c'est encore assez théorique. Comment est-ce qu'on applique ça concrètement à l'analyse d'une société Le livre parle beaucoup de Talcott Parsons. Oui, Parsons a fait la première grande tentative pour cartographier tout le système social. Son idée, c'est que toute société, pour survivre, doit remplir 4 fonctions vitales. C'est son modèle agile, c'est un acronyme, Agile, ça sonne un peu technocratique. ça l'est. Le A, c'est pour adaptation, c'est le rôle du sous-système économique, gérer les ressources, s'adapter à l'environnement. Le G, c'est pour goal attainment, la poursuite des buts. Ça, c'est le politique, définir des objectifs pour la collectivité. Logique. L'économie, la politique. Et les deux autres? Le I, c'est pour intégration. C'est le ciment social, le droit, les normes, tout ce qui assure la cohésion. Et enfin, le L, c'est pour latent pattern maintenance. En gros, le maintien des modèles culturels, c'est la famille, l'école, qui transmettent les valeurs de génération en génération. Honnêtement, ça me semble incroyablement rigide. On dirait le schéma d'un ordinateur, pas vraiment le portrait d'une société humaine avec ses conflits, ses passions. Vous mettez le doigt dessus, c'est la critique principale qu'on lui a faite. Son modèle est très axé sur l'équilibre, la stabilité. Il a du mal à penser le changement. Et donc, il y a eu des réactions férantes. Bien sûr. Walter Buckley, par exemple, a proposé un modèle presque opposé. Le système adaptatif complexe. Pour lui, une société, ce n'est pas du tout une machine qui cherche l'équilibre. C'est un système en tension permanente. Et surtout, les déviances, les conflits, les frustrations, ce ne sont pas des bugs à corriger. C'est le moteur du changement. C'est le moteur même du changement. C'est parce qu'il y a des tensions que le système est obligé de s'adapter, d'innover, de se transformer. Pour lui, la plasticité est beaucoup plus importante que la stabilité. On passe de la société horloge de Parsons à la société organisme un peu chaotique de Buckley. C'est beaucoup plus parlant. Et en sciences politiques, le livre présente le modèle de David Easton. Oui, Easton se concentre sur le système politique qu'il voit un peu comme une boîte noire. Il dit que ce système reçoit des entrées, des inputs qui viennent de la société. Il y a les demandes, moins d'impôts, plus de sécurité, et les soutiens, le vote, le respect des lois. Les signaux que la population envoie au pouvoir, en somme. C'est ça. Le système politique traite tout ça et produit des sorties, les outputs. Ce sont les décisions, les lois, les actions du gouvernement. Et ça crée une boucle, j'imagine. Exactement. Une boucle de rétroaction, le feedback. Les décisions ont un impact, ce qui génère de nouvelles demandes, de nouveaux soutiens, et ainsi de suite. Et son idée de portier, les gatekeepers, est très intéressante. Toutes les demandes n'arrivent pas jusqu'aux dirigeants. Non. Et c'est un point crucial. Il y a des filtres. Les partis politiques, les médias, les lobbies, ils sélectionnent, ils hiérarchisent ce qui mérite d'entrer dans l'agenda politique. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux sont devenus des gatekeepers surpuissants. Absolument. Alors, si on essaie de rassembler tout ça,
Le grand message, c'est qu'il faut changer de lunettes, arrêter de chercher la cause unique, le facteur unique qui explique tout, et plutôt apprendre à voir les réseaux d'interaction, les boucles. C'est une invitation à penser la complexité et à l'humilité aussi. Elle nous rappelle aussi que l'observateur n'est jamais neutre. La façon dont on définit un système dépend de notre propre projet, de nos propres questions. Il n'y a pas de point de vue extérieur. Pour finir, il y a une dernière idée dans le livre de Prigogine et Isabelle Stengers, qui est un paradoxe assez troublant pour notre époque. Plus un système est intégré, plus la communication y est rapide et efficace, et plus les petites fluctuations, les idées nouvelles, un peu déviantes, ont tendance à être absorbées, neutralisées par la moyenne. Le système les digère avant qu'elles aient eu le temps de grandir. Voilà. Alors qu'à l'inverse, dans un système moins connecté, où les communications sont plus lentes, une innovation locale peut se développer dans son coin, elle peut atteindre une masse critique, et ensuite seulement se propager et transformer tout le système. Et ça pose une question vertigineuse sur notre monde hyper connecté. Avec l'information instantanée, les réseaux sociaux mondiaux, est-ce qu'on est en train de construire des sociétés si intégrées qu'elles deviennent rigides, incapables de changer en profondeur? Est-ce qu'on a créé un système immunitaire si efficace qu'il tue dans l'œuf toute idée vraiment nouvelle? Ou est-ce que, au contraire, cette même hyperconnectivité donne à une idée géniale, née n'importe où, le pouvoir de transformer le monde à une vitesse jamais vue? La systémique ne donne pas la réponse, mais elle nous offre une question bien plus intelligente à méditer. Le système que nous construisons renforce-t-il sa capacité à s'adapter ou devient-il si stable qu'il en devient fragile? La question reste ouverte.